Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils, d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de l'heure de fourche. On espère que vous vous portez toutes et tous à merveille. Et pour cet épisode, je suis accompagnée de Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour Gabriella. Alors Arnaud, comment est-ce que tu vas en cette fin de janvier ? Est-ce que tu as survécu au Blue Monday ? Eh bien oui, ça va très très bien. Le Blue Monday n'a pas eu d'impact sur moi. Alors, comme d'habitude, on a préparé un programme palpitant pour cet épisode, avec en première partie un sujet sur l'aide à la réussite dans l'enseignement supérieur. C'est bien ça, Gabriella ? Tout à fait, je reçois Élise Klein, responsable de l'aide à la réussite à l'ECAM Bruxelles. Elle va nous parler du cursus de renforcement que cette école propose depuis l'année passée, un dispositif très abouti permettant aux étudiants d'étaler leur charge de travail et par la même occasion de s'offrir de plus grandes chances de réussite en première année. Et en deuxième partie, nous parlerons de formation pour les membres des pouvoirs organisateurs en compagnie de Stéphane Van Warbeek, directeur du département PO au CEGEC. Nous allons parcourir avec lui les opportunités de formation des plus conventionnelles aux plus innovantes afin que nos PO puissent s'outiller au mieux. Eh bien, ça m'a l'air passionnant tout cela. N'oublions pas non plus les bons plans de Déborah, une chronique truffée de pépites qui sera axée sur l'aide à la réussite. Merci pour ce petit résumé Arnaud. Et maintenant, place à l'épisode. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Souvent vécu comme un plongeon dans l'inconnu, le passage de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur est un grand cap dans la vie d'un étudiant. Plus de liberté et d'indépendance, moins d'encadrement, les changements sont multiples et, osons le dire, assez drastiques. Méthode de travail, gestion du temps, du stress et des priorités, les étudiants arrivent parfois mal équipés en première année du supérieur. Et c'est pourquoi nous allons, dans cet épisode, vous parler de l'aide à la réussite en haute école. Et pour cela, j'accueille aujourd'hui Pierre-Henri, conseiller pour la direction de l'enseignement supérieur au CEGEC, mais aussi Élise Klein, responsable du service d'aide à la réussite à l'ECAM. Bonjour à tous les deux. Bonjour Gabriella. Et merci d'être là à notre micro. Merci de nous inviter. Commençons tout d'abord par une brève remise en contexte. En Fédération Wallonie-Bruxelles, le parcours des étudiants de l'enseignement supérieur est organisé par le décret Paysage. Ce décret a connu d'importantes modifications, notamment en matière de réussite, qui ont été mises en œuvre l'année académique précédente. Mais qu'est-ce que cela implique au niveau des conditions de réussite, Pierre ? En effet, désormais, les étudiants de première année de bachelier se voient dans l'obligation de valider la totalité de leurs crédits afin de réussir leur année et accéder à la poursuite d'études. Ils disposent de maximum 2 ans pour y parvenir, ainsi que de 5 ans pour valider l'ensemble de leur bachelier, sans quoi ils se retrouveront non finançables. Alors pour retrouver l'ensemble des conditions de finançabilité, vous pouvez vous rendre sur le site mesetudes.be. Est-ce que vous avez eu des échos concernant ces modifications ? Oui, alors les premiers échos sur les tendances de réussite pour l'année académique qui vient de s'écouler sont plutôt positifs. En effet, les étudiants ayant réussi la totalité des crédits de leur première année sont plus nombreux, là où autrefois la validation de 45 crédits sur les 60 suffisait. En effet, la réussite à 60 crédits du premier coup est passée de 10% à 26% à l'ECAM par exemple. Même si cela génère aussi beaucoup de stress et d'anxiété dans le chef des étudiants et donc plus de travail pour les équipes d'accompagnement. Et en quoi est-ce que ça impacte l'aide à la réussite dans nos établissements ? Les étudiants en échec de Bac 1 qui ont validé moins de 30 crédits se voient dans l'obligation de représenter leur cours en échec, bien sûr, ainsi que de s'inscrire à des activités de remédiation l'année suivante. Et est-ce que ces étudiants sont obligés de s'inscrire dans ces programmes d'aide à la réussite ? Alors c'est une difficulté pour les établissements, c'est qu'ils ne peuvent agir sur les étudiants qui s'y inscrivent, qui sont donc bel et bien obligés de s'y inscrire, mais qui ne participent pas effectivement aux activités. En effet, ces aides ne peuvent pas figurer au dit programme annuel de l'étudiant et ne peuvent donc faire l'objet d'une évaluation. Par conséquent, il revient au service d'aide à la réussite des établissements de faire valoir l'attractivité et les bénéfices de ces dispositifs essentiels mis en place pour les étudiants. Merci Pierre pour ce bref récapitulatif et passons maintenant au concret avec un cas qui ne nous vient pas de très loin puisque Élise, tu viens nous parler d'un parcours de renforcement qui a été mis en place au sein de l'ECAM. Alors est-ce que tu peux nous expliquer brièvement en quoi ce cursus consiste ?
Alors le parcours de renforcement, c'est la possibilité pour les étudiants et étudiantes de première année qui sont en difficulté, déjà maintenant ici en janvier, de bénéficier à la fois d'un allègement et d'un renforcement au deuxième quadrimestre. Un allègement parce qu'en fait on va retirer la majorité des cours du deuxième quadrimestre de leur programme annuel d'études, leur PAE, qui va être postposé du coup à l'année prochaine, et à la fois ils vont pouvoir bénéficier d'un renforcement, c'est-à-dire ils vont avoir à nouveau des matières en fait du premier quadrimestre qui vont leur être réexpliquées pour parvenir à combler des lacunes qui auraient été creusées en D1, et aussi pour raffermir les différentes bases dont ils auront besoin pour réussir l'année suivante. L'objectif, c'est du coup d'arriver à réussir à la fin quand même si c'est une réussite partielle, c'est de terminer sur une réussite pour avoir une sorte finalement de tremplin vers la réussite. On n'est plus dans ce sentiment de découragement face à une réussite partielle, mais se dire « Ok, je me suis donné comme objectif de réussir ces 40 crédits qui me restent sur les 60 de base, et je l'ai fait. » Ok, donc ça permet d'avoir une vision un peu plus positive. Est-ce que c'est une simple redite des cours du premier quadrimestre, ou alors est-ce qu'il y a une approche pédagogique un peu différente pendant ce deuxième quadri au cursus un peu particulier ? Donc l'objectif justement, c'est d'avoir une approche pédagogique qui soit différente. À la fois, on change en fait les enseignants et enseignantes. Ce n'est plus le prof de physique du premier quadrimestre qui donne les cours, mais c'est quelqu'un d'autre du staff. C'est des gens qu'on connaît déjà qui viennent pour donner les cours, pour justement changer d'approche, pour avoir dès le départ une autre manière d'appréhender, une autre manière d'expliquer, une autre vision, d'autres exemples. Donc ça, c'est aussi l'un des avantages évidemment, c'est d'avoir des dispositifs qui peuvent varier. Et aussi, ça permet d'un point de vue strictement psychologique finalement de dépasser des obstacles que parfois certains et certaines étudiants se mettent en tête face à certains enseignants en se disant mais avec un tel j'y arriverai jamais. Et là du coup ça permet de dépasser ça. On est vraiment dans une approche coaching à ce moment-là, puisqu'on vise justement des petits groupes, et à partir du moment où on est en petit groupe, on peut beaucoup plus cibler, se dire ah mais telle personne a vraiment des difficultés avec par exemple les intégrales, telle autre personne a plus de difficultés avec autre chose. Donc voilà, c'est avoir quelque chose de beaucoup plus ciblé, plus coaching, avec aussi l'idée d'innover. L'année passée, par exemple, on a un enseignant qui est arrivé avec l'envie d'une approche par problème, et donc lui-même découvrait un problème avec les étudiants et les étudiantes, et se disait, ok, comment est-ce que vous feriez face à ce problème-là, avec les différentes solutions qu'on a pu déjà voir au niveau du cours, et alors qu'on a une enseignante, elle, de chimie, qui a vraiment fait un syllabus extrêmement complet, avec des exercices intégrés, avec la volonté de leur apprendre de A à Z, ok, on est face à tel exercice, qu'est-ce que vous comprenez dans la question, on va jusqu'au bout des choses. Donc ce sont des approches qui ont été appréciées, toutes les deux, mais qui sont très différentes évidemment longtemps. Oui. Et comment est-ce que cette initiative est-elle née ? Alors il faut savoir que l'ECAM est le plus grand établissement de Fédération Wallonie-Bruxelles pour les ingénieurs et ingénieures industriels. Donc on est très reconnu en fait sur le marché. Notre diplôme est vraiment reconnu pour sa qualité, ce qui implique en fait qu'il y a une certaine dose d'excellence qui est attendue en fait au niveau des cours, et sur laquelle il est inconcevable de revenir en arrière. Mais la direction a vraiment à cœur de permettre à toute personne de réussir si elle a à cœur de réussir. Donc c'était aussi inconcevable de laisser juste les choses en la matière en se disant juste il suffit de le vouloir, si vous vouliez vous y arriveriez. Et donc l'idée c'était d'arriver à susciter l'adhésion par le fait de leur dire ok, on va mettre les choses à votre portée, on va faire un trajet qui est un tout petit peu différent, on va pas aller en ligne droite, on va juste un tout petit peu faire sur le côté. Au final, le point d'arrivée est le même, vous aurez la même qualité de diplôme, vous aurez la même qualité de compétences, mais on reconnaît que vous avez peut-être besoin de passer par autre chose, parce que simplement, en secondaire, tout le monde n'a pas fait maths fortes ou sciences fortes. Il y a eu évidemment les années Covid aussi qui ont joué leur rôle. Et donc, pour ne pas être juste dans la naïveté de se dire que les choses, il suffit de les vouloir pour le pouvoir, on essaye de lutter un peu, d'enrayer une mécanique déterministe derrière, de se dire, les facteurs de la réussite, on les connaît, on ne va pas revenir dessus, mais en tout cas, on sait que sur celle-là, on ne pourra pas forcément avoir d'impact, mais si par la méthodologie, par l'approche, par la pédagogie, on peut déjà aider les personnes qui le souhaitent vraiment, alors on le fait, quoi. C'est génial. Et concrètement, comment est-ce que ça se déroule ? Quand est-ce que le parcours est présenté aux étudiants ? Quand est-ce qu'ils doivent faire un choix ? Alors, il faut savoir qu'à l'ECAM, au premier quadrimestre, on a 2 sessions. Il y en a une en novembre et une en janvier. En novembre, du coup, c'est déjà physique et maths, on commence pas non plus dans la dentelle. Donc, à ce moment-là, les gens savent déjà plus ou moins si ça se passe bien ou pas. Et donc, ça leur permet déjà de se positionner. Donc, moi, j'arrive déjà dans l'auditoire dès qu'ils ont les résultats pour leur dire, si vous avez raté, c'est pas grave. Il y a autre chose qui existe, il y a un autre dispositif. Ça leur permet d'intégrer
l'idée, parce qu'il y a une sorte de deuil à faire de la première année réussie en une fois, tout le monde en rêve. Et voilà, comme l'a rappelé Pierre à travers ces chiffres, c'est un rêve qui n'est pas accessible à tout le monde directement. Donc c'est pour ça qu'on se dit, ok, digérez l'information, sachez que ça existe, vous n'avez encore rien à faire, c'est juste que voilà, vous êtes au courant. Donc ça, c'est la première étape. Planter la graine tranquillement. Et oui, j'ai déjà pas mal de contacts à ce moment-là, de gens qui me reviennent en disant vous aviez parlé de ça m'intéresse, est-ce que vous pourriez me dire plus, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir intégrer par la suite. Donc il y a des gens chez qui ça fonctionne déjà très bien. Et d'autres qui ont besoin de janvier et de se dire oui, mais bon, là maintenant j'ai appris de novembre, je ne ferai plus les mêmes erreurs, je vais y arriver, je vais me prendre en main. Et qui du coup, à ce moment-là, ça se passe pas forcément super bien non plus. Donc ici, on est à la période ici qui vient de se terminer. Et donc c'est le 22 janvier en fait où on ouvre officiellement les candidatures et où là on permet aux personnes de se dire ok, en fait il faut envoyer une lettre de motivation. Une lettre de motivation, ça s'écrit comme ça il faut l'expliquer un peu parce que c'est quand même des jeunes de 18 ans généralement, donc du coup tout le monde n'est pas au courant de comment ça se fait et du coup voilà, ça leur permet aussi ce petit laps de temps parce que le parcours en lui-même il commence à partir du 12 février, ça leur permet d'avoir un laps de temps pour déjà parler avec des personnes ressources, dont moi, et j'ai déjà pas mal de rendez-vous à ce sujet-là. Donc, il y a cette première étape-là, et après, on a évidemment les parents, les enseignants, enseignantes, donc il y a tout ce réseau-là qui s'organise, et ça permet aussi aux gens de suivre par exemple, la première semaine de cours, elle commence le 5 février, on a une semaine de décalage. Comme ça, ils peuvent déjà suivre un peu et se dire « Ah, finalement, j'avais espéré que ça irait, mais je me rends compte que dès le départ, je suis larguée, donc peut-être que c'est quand même fait pour moi. » Et donc, à ce moment-là, ça leur permet de quand même se retourner, quoi. Pas se dire « Zut, j'ai raté le coche, je rate la première semaine. » Voilà, on essaye que ça se passe sereinement pour tout le monde. Ok, donc c'est un choix qui peut aussi se faire en plusieurs étapes, quoi, entre novembre, décembre... Voilà, ils ont le temps d'être sûrs. Exactement, oui, c'est ça qu'on veut. C'est que ce soit vraiment un choix mûri, réfléchi, pas quelque chose d'un peu sur un coup de tête, parce que ça implique quand même un engagement, c'est un investissement. On requiert des gens d'être présents, parce que l'air de rien, c'est quand même un investissement. Donc du coup, c'est normal qu'on fasse attention aussi à qui souhaite s'y engager. Mais du coup, oui, on a vraiment envie que les gens, et en plus c'est un facteur de réussite, soit dit en passant, mais se posent en acteurs et en actrices de leur réussite. Et donc ça fait partie évidemment du dispositif. Ok, et quel est le profil des étudiants optant pour ce cursus ? Et combien d'étudiants ont opté pour celui-ci durant la première année, l'année passée ? Exactement, c'était l'année passée, la première année. Donc en fait, toute personne en première année peut accéder au cursus. Évidemment, on a les bisseurs et bisseuses, les fameux moins de 30 crédits qui sont obligés, Pierre nous l'a rappelé, de suivre des éléments de remédiation. Donc ça... D'office, ces personnes peuvent intégrer le parcours, mais pas que, parce que justement, on voulait déjà pas de stigmatisation pour ce groupe-là, et on ne veut pas non plus que les autres se sentent un peu mis à l'écart en se disant, mais bon, moi je sens déjà que ça va pas bien se passer, et finalement, nos bisseurs et bisseuses de demain, on préférait ne pas les avoir. Et du coup, on se dit peut-être dès le départ anticiper et faire en sorte que des personnes de première année, dont c'est la première année, puissent déjà intégrer, donc ça c'est le cas, et on a évidemment aussi les cas de réorientation entrantes. Donc ça, ce sont tous les étudiants et les étudiantes qui viennent d'une autre haute école ou de l'université et qui quittent en fait leur cursus pour se réorienter et qui du coup arrivent à l'ECAM seulement au deuxième quadrimestre. Okay. Et comme on sait que le taux d'échec est quand même très important dans ce dispositif de réorientation entrante, on s'est dit que c'était aussi une opportunité pour leur permettre plus de réussite. De prendre le train en cours. Exactement, sans avoir l'idée d'avoir des lacunes parce qu'on n'a pas vu au premier quadrimestre les différentes informations. Et donc, pour répondre à ta question, elle était 32 l'année passée, dont 6 réorientations en 30. Et donc voilà. Ok, et est-ce qu'il y a un processus de sélection pour ce cursus ? Est-ce que certains étudiants sont obligés de prendre cette voie ? Alors, oui, il y a une sélection, mais la sélection est vraiment pensée autour de la motivation. À la fois, on veut sélectionner des gens qui sont motivés, qui veulent réussir, qui veulent se donner les chances de réussir aussi. Ça, c'est important. Et en même temps, d'avoir une sélection, ça permet aussi, en fait, de nourrir tout le rouage, en fait, de la motivation, parce que les gens se disent « j'ai été sélectionné, on croit en moi, on sait que je peux réussir, puisqu'on m'a permis, en fait, d'intégrer le parcours lui-même ». Et c'est un véritable mécanisme qu'on a déjà, en fait, vu l'année passée, où beaucoup m'ont dit « mais on m'a fait confiance,
on a envie de croire en moi et j'ai eu envie de croire en moi aussi du coup. Donc il y a vraiment un aspect très positif derrière ça. Oui, ça responsabilise les étudiants. Exactement. Et il faut aussi se rendre compte que quand on a des personnes qui sont pas vraiment impliquées ou pas vraiment motivées, ça plombe aussi la dynamique de groupe. Et beaucoup m'ont dit, ah oui, mais bon, quand finalement ceux qui étaient là un peu en touriste sont partis, c'était mieux. On était quand même mieux entre nous de pouvoir s'entraider. Il y a vraiment une dynamique de groupe alors qui se met en place. Et du coup, non, il n'y a pas d'obligation. Justement pour ça, parce qu'on a envie de maintenir cette envie et le fait de se positionner. Parce qu'une obligation, on peut aussi simplement la recevoir et se dire ok, je suis obligée, je le fais. Alors c'est quelque chose qui pourrait être vécu positivement si ça avait été choisi. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous limitez le nombre d'élèves pouvant accéder au cursus ? Alors une limitation, non, pas à strictement parler. Donc on s'est dit, on veut rester sur un petit groupe. L'année passée, on était 32. Voilà, on veut rester sur des échelles de cet ordre-là. Mais on se dit, voilà, si à un moment donné, il y a plus de candidatures, puisque là, il y a vraiment eu beaucoup de publicité, ça a été vraiment pris en amont, du coup, s'il y a plus de monde, peut-être qu'alors on envisagera de carrément ouvrir en fait 2 parcours parallèles pour permettre d'avoir toujours cette qualité d'encadrement tout en permettant à toute personne motivée d'y participer. Et ça, on vous donnera les infos par la suite. Oui, on est très curieux. Et au terme de cette première année, quel est le bilan, que ce soit au niveau du taux de réussite, mais aussi au niveau du retour des étudiants ? Alors au niveau de l'année passée, il faut savoir que c'était une année pilote. Là, il n'y avait pas eu vraiment de sélection. Oui, les gens avaient dû écrire une lettre de motivation, voilà. Mais on avait accepté concrètement tout le monde. Donc les chiffres sont assez peu parlants. Donc je l'ai dit, il y avait 32 inscrits, dont 6 réorientés en entrant. Parmi, en fait, ces 32 personnes, j'ai reçu plus de 2 tiers en entretien individuel pour justement mener une analyse vraiment qualitative de comment ça s'était passé. C'était une enquête, on appelle ça semi-structurée. C'est un entretien où il y a des questions en fait, qui sont ouvertes. C'est les mêmes questions pour tout le monde, mais c'est ouvert. Okay. Donc c'est pour ça que c'est semi-structuré. Et avec évidemment un coaching personnel, donc ça avait duré 2 heures par personne pour justement les accompagner et répondre à leurs questions, leurs doutes et un peu les outiller aussi en termes de méthode de travail. C'est quand même mon job à base, donc c'est ça que j'avais fait. Ce qui ressort, c'est qu'il y a une appréciation unanime du dispositif. Les gens ont vraiment beaucoup apprécié, ont reconnu aussi le fait que c'était une vraie opportunité, que c'était un luxe en fait de pouvoir vivre ça. Donc ça, c'était très positif. Les personnes qui étaient très impliquées ont vraiment ressorti avec encore plus de motivation. Comme je disais, ça, c'était vraiment très très marquant. Il y avait une vraie amélioration de la compréhension, beaucoup moins de lacunes qu'avant, ça c'est sûr. Meilleure méthode de travail aussi, parce que comme ils étaient coachés en 1-1, les profs se rendaient vite compte de quand il y avait quelque chose qui manquait. Donc du coup, il y avait directement des conseils qui étaient donnés. Un élément qui était assez intéressant et au final qui paraît assez logique, mais que je n'avais pas anticipé directement, c'est qu'ils se sont créés des groupes de travail en fait. À l'intérieur, où ils se sont vraiment trouvés à se soutenir entre eux, en se disant, en fait, on est dans le même bateau, on a la même destination et on va y aller tous ensemble. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment très, très beau à voir. Belle progression dans les résultats. Je ne vais pas mentir, tout le monde n'a pas réussi l'ensemble du cursus, mais il y a une nette amélioration. Ça, j'ai été revoir dans les chiffres, et aussi en estime de soi. Je trouvais qu'il y avait un bel effet derrière. Maintenant, en termes de vraiment variables telles quelles, je ne vais pas mentir, il y a la moitié qui ne s'est pas réinscrite ici cette année. Donc, c'est quand même frappant. Mais voilà, comme je l'ai dit, on avait accepté toute personne. Et dans les entretiens individuels, j'ai clairement vu des personnes qui n'étaient pas motivées, qui se sont rendues compte que ce n'était pas fait pour eux, qui cherchaient déjà, en fait, finalement, c'était presque un abandon. Et avant d'abandonner, se dire, peut-être que je vais faire ça et on verra bien. Il y en a aussi qui étaient plus en mode, en fait, je pense vraiment me réorienter. Mais pour être sûre de mon choix, je vais quand même aller jusqu'au bout de la démarche. Comme ça, du coup, je ne me trompe pas. Il y avait aussi pas mal de problématiques, que ce soit des soucis psychologiques, des soucis familiaux, des éléments qui finalement empêchaient les étudiants ou étudiantes de s'impliquer à la hauteur de ce qu'ils ou elles voulaient faire. Donc ça, évidemment, à ce moment-là, j'ai réorienté vers les services compétents. Mais c'est quand même important à prendre en considération. Donc c'est vrai que niveau chiffres, c'est pas mirobolant. De toute façon, il n'y a pas encore énormément de recul. Exactement. Après une année, ça reste compliqué, mais on peut espérer que ce soit en tout cas un bon tremplin pour les années suivantes, pour
pour les étudiants pour qui ça a marché, quoi. C'est exactement l'objectif. C'est se dire, OK, vous faites un petit pas de côté, mais ça vous permet d'aller plus loin par la suite, plus sereinement aussi, plus avoir la notion de courir après des crédits, mais de pouvoir les vivre pleinement et de vivre ces années, avec évidemment l'idée que si on réussit les 40 crédits, on peut aussi anticiper en deuxième année des crédits l'année suivante. Donc ça donne un peu moins le souci de perdre une année entière. Et alors, où est-ce que nos éditeurs peuvent retrouver les informations concernant ce parcours de renforcement ? Alors pour l'instant, le mieux c'est de me contacter. Donc c'est à réussite@ecam.be, mais on va clairement rédiger en fait des articles dans notre newsletter qui s'appelle le Connect. Donc ça c'est sur ecam.be qu'on peut retrouver la newsletter. Et puis forcément, si quelqu'un entend et a envie d'écrire un article dessus, je suis toujours ouverte à partager les différents dispositifs. Je trouve que c'est important de partager les bonnes pratiques parce qu'on est parfois un peu perdu quand on est dans l'aide à la réussite. J'imagine. Et on se dit, mais finalement, est-ce que j'essaye ça, est-ce que ça fonctionne? Quelles sont les implications financières aussi? Parce que ça a un coût, évidemment, en fonction de ce qu'on met en place. Donc ça, on est tout à fait ouvert à ça à l'ECAM. Et puis aussi, on aimerait, ça c'est plus tard, envisager carrément une étude scientifique pour vraiment voir quelle est la portée de tout ça. Mais ça, c'est pour plus tard. Donc pour l'instant, le mieux, c'est de me contacter. Ok, donc si d'autres établissements ont envie d'avoir plus d'informations, ils peuvent aussi, j'imagine, te contacter. Avec joie. Parfait. Eh bien, écoute, c'est déjà la fin de ce sujet. Je te souhaite beaucoup de courage pour ce deuxième quadri qui s'annonce bien chargé, si j'ai bien compris. Toujours. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les deux d'être venus témoigner à mon micro. Merci à toi. Et j'espère qu'on se revoit bientôt. Avec plaisir. Et on se retrouve tout de suite pour les bons plans de Déborah. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Salut Déborah, tu vas bien ? Salut Gabriella, bonjour chers auditeurs. Oui, je vais très bien, merci. Ravie de vous présenter mes bons plans comme à chaque fois. Des bons plans cette fois-ci en lien avec le sujet sur l'aide à la réussite dans le supérieur. On sait ô combien le passage entre le secondaire et les études supérieures est difficile et parfois déstabilisant. Du jour au lendemain, l'étudiant se retrouve souvent en totale autonomie, là où en secondaire, les parents étaient encore à ses côtés, entourés d'une équipe d'enseignants. La matière est incomparable vraiment avec celle du secondaire, le rythme est plus soutenu. Le fossé est vraiment énorme et peut sembler parfois infranchissable si on ne donne pas les bons outils, les bons conseils. Donc j'avais vraiment à cœur de partager des pistes pour les aider. Oui, et tu es apparemment tombée sur The Livre pour aider les étudiants à bien commencer leur cursus dans le supérieur. Oui, Gabriella, donc un livre de 2017, mais qui n'a pas pris une ride, intitulé « Réussir sa première année d'études supérieures » et écrit par Mireille Houard. Cet ouvrage est un véritable guide organisateur méthodologique pour accompagner chaque étudiant lors de son entrée dans le supérieur. Et qui plus est, il est personnalisable et à compléter et donc à s'approprier. Un indispensable à offrir aux futurs étudiants, donc. Oui, vraiment. Donc Mireille Houard, c'est de quoi elle parle pour aider les étudiants. Elle est docteure en sciences et elle accompagne les étudiants dans le cadre du service de pédagogie universitaire à l'université de Namur, en les aidant à développer des méthodes de travail personnelles et efficaces pour réussir leur première année. Et que peut-on trouver dans réussir sa première année d'études supérieures ? Alors, on y trouve des outils, des conseils pour gérer son temps, se motiver et maintenir l'effort au travail, prendre des notes en cours, percevoir les exigences des enseignants, se créer des supports de cours, mémoriser en respectant le fonctionnement de votre mémoire, se préparer au cours en amont et réinvestir en aval du cours, etc. Et donc ce livre écrit par Mireille Houard et édité aux éditions de Books Supérieurs. Oui, aux éditions de Books Supérieurs, et sur leur site, on peut y trouver des compléments numériques, donc c'est-à-dire 5 capsules vidéo sur l'anticipation, la mémorisation, la planification, les difficultés et la première année d'études supérieures, un vrai challenge. Donc c'est un essentiel à 12,90 €. Et Déborah, Mireille Houard ne s'est pas arrêtée là. Ben non, l'équipe pédagogique du département éducation et technologie de l'université de Namur, dont Mireille Houard fait partie, a mis sur pied un MOOC pour Massive Open Online Courses, je m'excuse pour l'accent, une formation interactive dispensée en ligne et accessible à tous, qui est intitulée « Visez la réussite et devenez un super étudiant » et qui a été lancée à la rentrée académique 2023-2024. Et ici, ils lancent déjà une deuxième, on va dire, session dont les inscriptions
Pour participer à ce MOOC commenceront le 5 février 2024. Et quand commenceront les cours ? Alors, les cours, le cours commencera, lui, le 4 mars et se terminera le 26 avril 2024. Donc, c'est une durée de 6 semaines, 12 heures d'effort, un rythme de 2 heures par semaine pour viser la réussite et devenir un super étudiant. Tu peux nous en dire un peu plus sur le contenu de ce MOOC ? Alors, comment me mettre au travail et maintenir l'effort ? Comment m'organiser, gérer mon temps ? Comment traiter activement les contenus des cours, comment apprendre de telles quantités d'informations, bref, comment gérer mes études. Voici les questions que les étudiants se posent et viser la réussite et devenir un super étudiant y répond. L'étudiant apprendra à analyser ses forces et ses faiblesses, à comprendre son fonctionnement, à apprendre avec efficacité grâce à une multitude d'outils et à mettre en place des stratégies pertinentes, à compléter aussi un journal. Donc le but est vraiment d'obtenir les clés vers l'autonomie et la réussite. Et à qui est-ce qu'il est adressé ce MOOC ? Alors que l'on soit en fin de secondaire, étudiant dans le supérieur, adulte en reprise d'études, le MOOC c'est vraiment un parcours de formation personnalisé et adapté aux besoins de chacun. Les enseignants du secondaire et du supérieur ainsi que les conseillers pédagogiques peuvent accompagner leurs étudiants. Le cours est proposé sous la forme de vidéos et textes et accompagné d'exercices réflexifs au sein d'un journal de bord personnel. Et on le répète, les ressources sont libres et gratuites. Ouais, franchement, moi, ça me donne vraiment envie de reprendre des études. C'est tout ce que j'aurais aimé avoir avant de commencer mes études. De plus, je trouve que les outils vont au-delà des études. Donc, foncez sur le lien dans notre descriptif. Et donc, c'est viser la réussite et devenez un super étudiant. Et inscrivez-vous à partir du 5 février. Eh bien, merci Déborah pour ce partage de ressources. Avec plaisir. Et j'en ai encore un petit dernier pour la route. Vraiment dans la même optique, mais cette fois-ci, on va diriger plus vers les réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram, Facebook et TikTok. Vous avez le choix. Il s'agit de Keizenlane. Et qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est bien sûr un surnom qui vient du japonais. Donc, c'est vraiment la fusion de deux mots, Kei et Zen, qui signifie changement et meilleur. Le Keizen, c'est avant tout un état d'esprit. Donc, au fait, il s'agit de Michel Luisier, alias Keizenlane, pour ses presque 240 000 abonnés YouTube. Et il a mis au point une méthode de travail qui lui a permis de terminer le lycée major de promotion et d'accomplir ensuite un beau cursus à l'HEC de Lausanne et à l'EDHEC de Nice et à l'université de Waseda, donc c'est à Tokyo. Donc ces vidéos de conseils dépassent les 10 millions de vues. Ah oui, rien que ça. Non, en plus il a sorti un livre en 2023, donc le livre c'est « Ce que j'aurais voulu savoir avant de commencer mes études, 21 jours pour être performant », qui sont aussi édités aux éditions de Book Supérieur et qui sont aussi accompagnés de capsules vidéo. Mais revenons-en à YouTube et ses 240 000 abonnés, que propose-t-il ? Donc, tout comme son livre, il explique ce qu'il aurait voulu savoir quand il était étudiant et il nous le partage à travers de courtes vidéos avec des thèmes divers et variés, comme apprendre par cœur, astuces pour calculer des carrés de tête facilement, manger quand tu es étudiant, pas cher, sain, bon et rapide, et comment arrêter de procrastiner. À découvrir donc. Et se faire sa propre idée et prendre ce qu'il y a vraiment à prendre. Donc voilà Gabriella, c'est tout pour cet épisode. À bientôt. Merci Déborah, à bientôt. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de cet épisode de l'heure de fourche. Avec Arnaud, on va parler formation. Et oui, rebonjour Gabriella, en effet, nous allons parler de formation et plus exactement de la formation des pouvoirs organisateurs et de leurs membres. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Van Warbeek, qui est le directeur du département PO au CEGEC. Bonjour Stéphane. Bonjour Arnaud. Alors Stéphane, première question qui peut sembler basique mais qui je pense vaut la peine d'être abordée. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un pouvoir organisateur dans l'enseignement catholique? Donc quel est leur rôle et de qui sont-ils composés? Oui, alors techniquement, un pouvoir organisateur, c'est l'autorité, donc c'est la personne ou les personnes physiques, des gens comme toi et moi, ou bien des personnes morales, genre une ASBL, qu'elle soit publique ou privée, qui organise et qui assume la responsabilité de un ou plusieurs établissements d'enseignement. En clair, pour prendre des exemples concrets, par exemple, dans l'enseignement communal, le pouvoir organisateur, c'est la commune. Dans l'enseignement catholique, ce sont quelques 760 ASBL, qui sont composés à peu près de 9000 bénévoles. Ça représente quand même un certain nombre de personnes. Et donc on voit aussi, du coup, ça donne une idée aussi de la taille du réseau libre. Oui, puisque effectivement, on scolarise 50% des enfants dans l'enseignement en communauté française. Et donc voilà, on a toutes ces écoles qui sont organisées par des associations de droit privé
des hommes et des femmes qui prennent des responsabilités et qui s'engagent vraiment dans l'organisation de l'enseignement catholique. Et c'est vraiment une des deux composantes de l'ADN de notre réseau. C'est d'une part l'affiliation et l'adhésion au projet, et d'autre part ce modèle d'organisation qui est basé sur les personnes de la société civile. Ok, donc on voit qu'il s'agit de personnes venant d'horizons et qui ont des formations différentes. Et donc le rôle du CEGEC est en particulier de ton département, c'est donc de les accompagner. Et c'est dans ce cadre que le département DPO du CEGEC, en collaboration avec l'IFEC, qui est l'Institut de formation de l'enseignement catholique, a lancé, ou plutôt relancé, en début d'année scolaire, ici en septembre 2023, un catalogue qui reprend une 40aine de formations tout au long de l'année. Et donc avec ce catalogue et ce qui est proposé au PO, quel est l'objectif poursuivi ? Alors, on poursuit deux grands objectifs. Le premier, c'est de permettre, par le développement des compétences, à chaque membre PO de prendre sa place dans l'organisation, de voir comment il peut aider la direction, comment il peut la soutenir, et donc vraiment de professionnaliser dans son rôle de pouvoir organisateur. Et le deuxième grand objectif qu'on poursuit, c'est de mettre tout ce petit monde en réseau. Et donc, c'est aussi important la partie formation technique que les moments de convivialité qu'il y a à la pause ou après quand on mange un sandwich ensemble, pour que vraiment ces gens puissent se parler, partager des échanger, c'est ça. Ouais, tout à fait. C'est ça. Donc tu l'as dit, c'est un objectif de, entre guillemets, professionnalisation des PO, parce qu'on rappelle quand même que ces gens qui sont membres des PO sont bénévoles. Tout à fait. Donc ça, c'est important de le dire. Mais donc forcément, le catalogue qui est disponible sur l'extranet du CEGEC, et on vous mettra tous les liens en description de l'épisode, comme d'habitude. Il reprend donc justement des formations selon 7 thématiques différentes. Peux-tu nous préciser ou nous repréciser quelles sont ces 7 thématiques ? Oui, alors la première thématique, c'est une sorte de formation initiale pour les nouveaux membres PO, avec un accent qui est vraiment sur être PO dans l'enseignement catholique aujourd'hui, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Comment je rentre là-dedans ? Qu'est-ce que je comprends du réseau, etc. La deuxième, c'est à l'heure des marchés publics, de plus en plus obligatoire, tout ce qui est lié à la gestion des achats. Et puis, on a une troisième thématique qui est surtout axée sur tout ce qui est ressources humaines, tant pour le personnel subventionné que pour le personnel sur fonds propres. D'accord. Ensuite, on a une thématique sur les bâtiments scolaires. On sait que les choses bougent beaucoup dans ce domaine-là aujourd'hui. Et il faut pouvoir aider les PO à aller chercher les meilleurs moyens et les meilleures subventions pour pouvoir entretenir leurs bâtiments. On a ensuite tout ce qui est gestion économique des SBL. Et puis, 2 thématiques sur lesquelles on met l'accent cette année. Mission Essence, donc c'est dans la foulée de la réécriture de Mission de l'école chrétienne. Oui. Redonner ou donner du sens à la mission de PO dans ce cadre-là. Construire la maison commune et traiter les questions de genre au suivi de la journée d'études qu'on avait tenue en mars 2023. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais donc on voit vraiment qu'il y a des contenus qui sont innovants et que le CEGEC a vraiment voulu évoluer, donc avec des contenus qui collent plus à l'actualité, qui brossent quand même un panel assez large de missions de PO. Et donc dans ces contenus innovants, donc tu as parlé de la formation initiale et aussi de formations qui sont en lien avec la réécriture de mission de l'école chrétienne, mais il y en a éventuellement aussi peut-être d'autres, des innovations ? Oui, il y a une toute nouvelle formation qui est tout ce qui touche à la sécurité des données et des personnes, en lien avec toutes les obligations en matière de RGPD, on en a beaucoup parlé dans les années précédentes, et en lien aussi avec tout ce qui est bien-être au travail. Et donc là, on a vraiment lancé des choses tout à fait nouvelles, un axe beaucoup plus pratique. Oui, c'est ça. D'accord, parce que donc là, on a parlé plutôt du fond, mais sur la forme aussi, le CEGEC a revu les choses pour un peu plus coller aux attentes et aux besoins des personnes qui désiraient se former. Oui, tout à fait. Donc on a d'abord, en lien avec l'évolution de nos structures, on a proposé de décentraliser les formations dans les diocèses. Avant, on faisait une formation, et puis on tournait d'année en année. Ici, on a vraiment décentralisé tout ça. C'est aussi pour aller nous-mêmes à la rencontre des pouvoirs organisateurs, et aussi pour leur faire connaître leur maison diocésaine, en fait, et les services diocésains auxquels ils peuvent faire appel. C'est ça. Ok, donc on l'a dit, les formations ont débuté en début d'année. Après quelques mois et à l'aube de ce deuxième trimestre,
on peut déjà, je pense, tirer un premier bilan qui est positif. Tu peux nous en dire plus ? Oui, c'est très positif, puisque 734 membres de PO ont déjà été formés entre septembre et décembre. On a organisé 16 formations. Et voilà, c'est aussi l'avantage de l'IFEC, c'est de pouvoir suivre ces formations et interroger les personnes sur leur taux de satisfaction. Et on a un taux de satisfaction aujourd'hui de 97% sur le contenu et sur l'organisation. Oui, c'est ça. Donc l'enquête de satisfaction, là aussi, brosse un panel assez large de choses à évaluer. Oui, tout à fait. Et donc, ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que on fait beaucoup appel à des formateurs internes de la maison. Oui. Donc, c'est 18 personnes qui ont été mobilisées en soirée, le samedi, pour vraiment aller à la rencontre des PO. Est-ce que la suite de l'année s'annonce bien ? Tu as déjà quelques chiffres, quelques infos à nous donner par rapport à ça ? Oui, on a eu une demi-journée de formation le 20 janvier dernier à Bruxelles. On avait 37 personnes présentes. C'était extrêmement riche. On a eu des très bons échanges. On a eu une deuxième journée le 27 janvier, plutôt axée sur tout ce qui est juridique. Et on a une formation aussi qui était prévue le 6 février, où on aura une grosse vingtaine de personnes sur les nouveaux outils. C'est quelque chose de tout nouveau. Voilà, pour leur expliquer tout ce qu'on met à leur disposition. Oui, très bien. Donc là, maintenant, on a parlé du catalogue de formation. Mais forcément, la mission du département PO ne s'arrête pas là. Donc, dans l'optique d'outiller au mieux les PO, ton département propose également un guide pour les accompagner dans la sélection et l'évaluation des nouvelles directions. Tu peux nous rappeler de quoi il s'agit et nous dire un petit mot sur ce guide ? Oui, donc c'est un outil qu'on a construit avec l'ASBL Agir pour l'enseignement et toute une série de participants internes, accompagnateurs de PO, directeurs diocésains, et qui permet vraiment d'accompagner les PO depuis la détermination des besoins de l'établissement en termes de nouvelles directions jusqu'à la rédaction de la lettre de mission. Et donc on offre un panel d'aide et le PO peut choisir s'il veut une aide complète ou s'il veut qu'on intervienne à certains moments dans la procédure. Et ça, c'est via les accompagnateurs PO éventuellement, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc le décret prévoit qu'ils doivent être accompagnés par quelqu'un de formé. Soit ils vont chercher quelqu'un à l'extérieur, soit on leur offre un accompagnateur de PO qui va les accompagner tout au long du chemin. Ok, voilà Stéphane, merci beaucoup parce que ça nous apprend un peu plus sur les missions du département PO du CEGEC et on reviendra sur d'autres missions dans d'autres canaux comme Entrée Libre notamment ou ici même dans le podcast à l'occasion. Merci Stéphane et à très bientôt. Avec plaisir Arnaud et à bientôt pour d'autres sujets. Et voilà, il est déjà temps de prendre congé de vous. Merci de nous avoir suivis et de nous suivre depuis le lancement de ce podcast. N'hésitez pas à nous partager vos impressions, vos idées, vos suggestions. Et au programme du prochain épisode, on parlera donc des projets d'échange Erasmus+, qui ne concernent pas seulement les étudiants universitaires comme on peut parfois le croire, mais également les directions, les enseignants ou les élèves d'autres niveaux d'enseignement. À très vite dans l'heure de fourche. La cloche a sonné, mais notre échange ne fait que commencer. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou l'heure de fourche podcast. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre présence et à dans 2 semaines pour un tout nouveau rendez-vous.